Bonsoir à tous, rebonsoir, merci d'être sur Mediapart avec les chaînes de télévision, les chaînes actu, soit allumées mais avec le son coupé et l'ordinateur sur les genoux, soit carrément éteinte. Une soirée électorale pas tout à fait comme les autres pour ce second tour des élections départementales 2015. Nous allons d'abord évidemment parler résultats. C'est une très nette victoire pour la droite, pour l'UMP. Les deux suspens électoraux, c'est la résistance du Parti socialiste. Est-ce que le PS et la gauche sera plus près des 25 départements ou alors des 30 départements, ce qui constituerait dans la débâcle un petit soulagement? Et puis, est-ce que le FN a un ou deux départements? Il semblerait que non, à 20h32. Je vais vous présenter mes invités avec Mathieu Magnodex du service politique de Mediapart qui va animer cette soirée avec moi. Mais je vous présente les deux journalistes de Mediapart et les deux invités avec lesquels nous allons essayer de tirer les premières conséquences, autant sur la droite que sur la gauche, de ces premiers résultats. Hélène Salvi, bonsoir, vous êtes journaliste à Mediapart, vous suivez tout particulièrement l'UMP. Marine Turki, bonsoir, de Mediapart, également spécialiste du Front National. Gilles Richard, bonsoir, vous êtes historien, professeur des universités à Rennes 2, vous êtes spécialiste des droites en France et vous avez dirigé ce livre aux presses universitaires de Rennes, Histoire de l'UDF, l'Union pour la démocratie française, 1978-2007. On le remontrera tout à l'heure. Didier Demazière, bonsoir, vous êtes sociologue, directeur de recherche CNRS et vous avez dirigé ce livre qui s'intitule Les mondes du travail politique, les élus et leurs entourages. C'est aussi aux presses universitaires de Rennes et donc vous êtes un spécialiste du personnel politique et donc naturellement on parlera avec vous du personnel du Parti socialiste puisque évidemment après les municipales ils seront durement impactés par cette nouvelle défaite électorale. Mathieu Magnodex, première question. Oui, peut-être à nos spécialistes de la droite. On peut commencer peut-être par vous, Gilles Richard. Évidemment, il est à peine 20h, juste après 20h, et c'est un petit peu la guerre de l'intox, de la communication et des faux semblants. Mais d'ores et déjà, il y a beaucoup de départements qui basculent ce soir, et la gauche revient à des niveaux très faibles, comme on l'a dit, vraiment du milieu des années 90 en ce qui concerne les conseils généraux. Nicolas Sarkozy dit « Jamais l'opposition n'a gagné autant de départements en une seule fois ». C'est vrai, puisque c'est la première fois, par ailleurs, qu'on élit les conseillers départementaux en même temps, en une seule fois. Donc, c'est pas faux, mais en même temps, c'est pas étonnant. Mais malgré tout, c'est une grande victoire ce soir. Est-ce que vous pouvez nous resituer ça un petit peu dans l'histoire? C'est quand même une victoire importante pour la droite ce soir. Oui, certainement. Je constate quand même que les droites gagnent les élections dans les départements, alors que la loi n'a pas encore fixé définitivement les compétences. Des départements, ce qui montre qu'il y a comme un dysfonctionnement dans la République. Si on est un résultat de type 40% gauche, 60% droite, ça signifie à peu près qu'on est revenu au niveau de 1958, donc au tout début de la Ve République, au moment de l'étiage des gauches. Quand vous faites 40-60, pardon de vous interrompre, c'est avec le FN, donc vous comptabilisez la totalité des voix du Front National du côté de la droite. Oui, bien sûr, mais justement... à parler de la droite et de la gauche, on oublie l'essentiel, c'est qu'il y a des droites, vous avez remarqué, je dis toujours les droites, et qu'il y a des gauches, et que précisément 60% des voix pour les droites, certes c'est une victoire, une défaite des gauches, c'est indéniable, mais c'est compliqué pour les droites. Et puis il faut aussi bien voir qu'une victoire dans des élections départementales, c'est un élément parmi beaucoup d'autres. Tout à l'heure, le journaliste qu'on a entendu disait en 1994, 25 départements seulement pour les gauches en 1994, mais l'année suivante, Lionel Jospin fait quand même 48% au présidentiel, et 2 ans après, en 1997, Lionel Jospin est Premier ministre. Donc les victoires dans les départements ne font pas les victoires nationales. Voilà.
Premier élément d'analyse pour relativiser les choses. Ouais. Mais Nicolas Sarkozy dit, voilà, l'alternance est en marche, comme il l'avait dit la semaine dernière. C'est un flux, il y a des flux, des reflux comme ça dans la vie électorale française. Est-ce que pour vous, c'est un pas supplémentaire vers justement cette alternance en 2017 ? Mais pour gagner les élections présidentielles, il faut être au second tour, et il faut avoir plus de 50% des voix, et il faut que les droites soient unies sur un candidat. Et pour l'heure, ce n'est pas fait. Donc le plus dur reste à faire. Et nous ne sommes pas encore, c'est toujours ça le problème de commenter les résultats un soir d'élection à chaud. Hein, c'est que voilà, les résultats s'accumulent, on est un peu impressionné, et à juste titre, par l'échec des gauches, mais ça ne fait pas pour autant la victoire des droites, en tout cas pas celle de Nicolas Sarkozy forcément pour 2017. Donc c'est la victoire d'Alain Juppé ? Non, en fait, les résultats du second tour là confirment un petit peu ce qu'on racontait déjà tout au long de cette semaine et au premier tour, c'est-à-dire que ce qui a marché dans cette élection, c'est précisément l'union des droites, c'est-à-dire l'union et de l'UMP et de l'UDI et du MoDem. Nicolas Sarkozy a un peu du mal à prononcer ce mot, malgré tout les candidats du MoDem ont été assez présents. Et d'ailleurs, il a remercié, sans citer les partis, mais il a remercié tous les candidats de toutes les droites qui ont permis cette victoire. On est là-dedans. Maintenant, pour 2017, c'est toujours la même chose, et on en discutait tout à l'heure. Il y a aujourd'hui à droite une reconfiguration qui est due à la primaire. Et c'est pour ça que cette question des droites va être très importante. On sépare régulièrement Alain Juppé, qui serait une droite plus modérée, de Nicolas Sarkozy, qui serait une droite plus dirigée vers l'électorat, en tout cas les idées d'extrême droite. C'est ça aujourd'hui qui va se jouer, et c'est un petit peu ça aussi qu'on voit finalement. Ce qui a marché, c'est que le centre soit très présent dans cette élection aussi. Mais alors justement, parce qu'on voit bien qu'ils se sont disputés pendant tout l'entre-deux tours, Hélène, c'est-à-dire Sarkozy d'un côté, Juppé de l'autre. L'un disait, en gros, c'est finalement moi et la droitisation que j'ai apportée à la campagne. Vous voyez bien, on va gagner à cause de ça. Alors que l'autre disait, mais pas du tout, c'est l'union de la droite et du centre, et même des centres. Et c'est donc bien comme ça qu'il faut organiser la primaire. Et on voit bien que c'est déjà un épisode de la primaire possible de l'UMP entre ces deux-là. Oui, mais c'est-à-dire que le discours de Nicolas Sarkozy qui revient à ce qu'il faisait en 2007, c'est-à-dire je vais chercher et des électeurs au centre et des électeurs à l'extrême droite, le problème c'est qu'il l'a déjà fait en 2007, que ça n'a pas fonctionné, qu'il a été élu certes, mais qu'aujourd'hui tout son électorat de droite qui avait cru en ce qu'il racontait, s'est bien rendu compte qu'entre-temps il y a eu un quinquennat et que ce quinquennat n'a pas fonctionné. Donc c'est une stratégie qui est un peu difficile à tenir, d'autant plus que pas mal de personnes à droite, à l'UMP, disent pourquoi aller courir vers les idées d'extrême droite. Et il y a déjà quelqu'un dans le paysage politique qui s'appelle Marine Le Pen qui le fait très bien. Donc c'est pas là qu'il faut qu'on aille chercher, c'est plutôt de l'autre côté, au centre, voire à gauche, c'est-à-dire les déçus de François Hollande. Mais j'imagine qu'il est vraiment trop tôt, là, il est 20h45, pour dire comment s'est comporté l'électorat UMP, parce que c'est aussi une des grandes questions de la soirée, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont suivi Nicolas Sarkozy dans sa théorie du nini, ou alors est-ce qu'ils ont eu tendance à se reporter plus vers le Front National ou à se réfugier dans l'abstention. Enfin, c'est aussi un des enjeux de ce scrutin, M. Richard. Alors d'abord, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sont deux néolibéraux qui appartiennent à la même famille politique et qui ont le même projet de société. Simplement, ils n'envisagent pas la stratégie électorale de la même manière. Et donc, comme vous l'avez dit, Hélène Salvi, Nicolas Sarkozy rejoue 2007 et le deuxième tour de 2012, alors que Alain Juppé table sur une union des droites. En fait, comme on disait tout à l'heure aussi avant l'enregistrement, avant l'émission, en fait, son projet, c'est de faire comme Michel Rocard en 1988,
qui avait fait l'ouverture, socialiste plus centriste et quelques personnalités de droite, le giscardien notamment Jean-Pierre Soisson, de le refaire, mais cette fois-ci à l'envers, avec un rapport des forces où certains socialistes pourraient être en force d'appoint. Alors que Nicolas Sarkozy table sur l'alliance avec, sinon le Front National, du moins son électorat. Mais c'est une stratégie qui est vouée à l'échec, me semble-t-il, ou en tout cas qui sera forcément difficile à mettre en œuvre, puisque par définition, quand on est néolibéral, on ne peut pas être sur les mêmes positions que le Front National et les électeurs du Front National, pour qui la bête noire, c'est l'Union européenne et c'est l'euro. Et ça, c'est un point sur lequel les néolibéraux ne peuvent pas céder. Voilà. Peut-être la semaine prochaine, parce que tout n'est pas fini ce soir, la semaine prochaine, il va y avoir ce qu'on appelle le troisième tour, jeudi prochain, sur la constitution effective des majorités dans ces conseils départementaux. C'est le nouveau nom maintenant, on ne dit plus conseils généraux. Il va y avoir là un certain nombre de calculs qui vont se faire dès ce soir dans les états-majors pour savoir où peuvent être les majorités. La question s'adresse aussi à vous, Marine Turchi. Quelle est la stratégie du Front National qui va arriver en force dans certains départements, qui va vouloir être un peu l'arbitre dans certains de ces conseils généraux? Est-ce qu'ils vont tout faire pour pousser la droite, finalement, ici et là, parfois, à s'allier à eux pour constituer des majorités? Quelle est un peu la stratégie du FN là, dans ces... Déjà, la stratégie officielle de Marine Le Pen, c'était ni droite ni gauche, et en réalité, on voit que c'est surtout ni gauche ni gauche. Parce que, et c'est là où elle arrive à aussi drainer des électeurs de droite et de l'UMP, c'est que finalement, elle arrive à dire le camp des patriotes, c'est son expression, c'est nous, l'union de toutes les droites, c'est nous. Et elle réussit déjà à recomposer la droite autour d'elle. Dans le Vaucluse, c'est déjà le cas, puisqu'on voit qu'on a des duels extrême droite avec la Ligue du Sud et le Front National. Dans le Var, l'UMP reste encore majoritaire, mais on voit aussi que le Front National veut jouer un rôle dans cette recomposition. Et donc, ça va être le cas dans un certain nombre de départements où l'idée, c'est pas une alliance avec l'UMP, parce que Marine Le Pen n'y a pas intérêt. Elle ne peut pas dénoncer l'UMPS et s'allier nationalement avec l'UMP. Il y a des divergences de fond, et vous le rappeliez, sur l'Europe, sur l'économie, et puis même d'ailleurs sur l'immigration. L'immigration choisie de Nicolas Sarkozy n'est pas l'immigration zéro, voire l'inversion des flux migratoires pour certains frontistes du Front National. Donc il y a des divergences qui rendent ça impossible. En revanche, Marine Le Pen, elle va vouloir qu'on recompose la droite dans certains départements, dans certaines collectivités, autour du Front National. Alors là, on va devoir un petit peu scruter ce qui va se passer à ce qu'on appelle le troisième tour. On l'avait déjà rappelé la semaine dernière ici, en 98, les régionales, on voit plusieurs présidents de région élus, UDF, RPR, élus avec les voix du Front National. Là, il va se passer un petit peu les mêmes accords en coulisses pour former des présidences de conseils départementaux. Et ça a déjà commencé. Demain, Marine Le Pen va annoncer une charte avec 2-3 points qui lui paraissent essentiels et qui sont, selon elle, la condition sine qua non pour s'allier avec l'UMP. Mais en vrai, bon, il est question de séduire 2-3 élus UMP en leur expliquant que c'est au Front National que ça se passe. Donc on voit bien que le Front National pose un problème d'abord à l'UMP pour la simple et bonne raison qu'à l'UMP, ça fait 10 ans que toute la crise tourne autour d'une crise de stratégie avec d'alliance. Et on voit, c'est un petit peu le point de rupture entre Sarkozy et Juppé, notamment, c'est que quelle attitude on a face à cet électorat de l'UMP, à une partie de l'électorat de l'UMP qui voudrait on va dire une droitisation sur certains thèmes, quelle attitude adopter face au Front National. Donc ça va être là au cœur des débats d'ici jeudi et la présidence des conseils départementaux. C'est-à-dire que le but quand même de Marine Le Pen avec ses débauchages locaux qu'elle va tenter à partir de ce soir, demain et jusqu'aux élections des présidents de conseils départementaux jeudi, c'est de se dire quand même que pour 2017, il ne faut peut-être pas faire exploser l'UMP parce que ça, elle sait qu'elle aura du mal à le faire, mais en tout cas enfoncer des coins. Enfin, c'est-à-dire que là, qu'on soit sans arrêt dans une espèce d'instabilité. C'est réussir à drainer une partie des cadres, des élus de l'UMP qui pourraient se dire qu'ils ont davantage leur chance au Front National. On parlait tout à l'heure un petit peu des néolibéraux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs familles dans les droites et il y a les gaullistes qui n'ont pas été au pouvoir puisque c'était les libéraux depuis des années et qui aujourd'hui reviennent un peu en force dans la version Front National ou à la droite populaire à l'UMP en disant
l'insécurité, la sécurité économique, physique, etc. Nous, on a une solution qui est la mise à l'écart des étrangers. Et c'est ce que propose le Front National, et c'est une solution qui ne mène à rien, mais qui est audible pour une partie des citoyens et qui est audible aussi chez ces cadres de l'UMP, ces élus de l'UMP qui pourraient dire on va au Front National pour ces raisons-là précisément. Mais même avec les électeurs du Front National, parce que je ne suis pas sûr que vous soyez d'accord avec Gilles Richard, quand vous dites, Monsieur Richard, c'est impossible pour les électeurs du Front National d'être néolibéraux comme Juppé et Sarkozy parce qu'ils sont anti-européens, parce qu'un programme avec une forte dose d'étatisme leur convient, etc. Mais quand j'entends Nicolas Sarkozy remettre en cause quelque chose qui maintenant existe depuis des dizaines d'années, les repas de substitution dans les écoles, il a fait quand même campagne là-dessus de second tour. Il fait campagne là-dessus. On enlève les repas de substitution. Est-ce que ça ne suffit pas dans des élections nationales, tout le monde pense à la présidentielle, dans un second tour chauffé à blanc, à prendre ce qu'il lui faut d'électeurs du Front National et de Marine Le Pen? Alors, je ne suis pas sûr que les repas du vendredi à l'école puissent compenser les effets de l'Union européenne néolibérale. Je ne pense pas. Ensuite, je remarque que Nicolas Sarkozy a dit récemment, juste après le premier tour, que la République était en danger, donc il fallait ne plus transiger sur la laïcité et que cette exception que représentait, cette entorse à la laïcité que représentaient les repas avec du porc le vendredi devait être supprimée. Je crois que Nicolas Sarkozy n'a pas tout à fait bien étudié l'histoire de la laïcité, parce que s'il y a une exception à la laïcité en France, elle est ancienne, elle existe depuis 1918, c'est le fait qu'il y a encore 3 départements concordataires en France et qu'une partie de nos impôts servent à payer les prêtres catholiques, les pasteurs protestants et les rabbins juifs, selon une grille d'ailleurs indiciaire en Alsace. Oui, en Alsace et en Moselle. Voilà. Et la loi de 1959, la loi Debré sur l'enseignement privé, est aussi une entorse très rude à la laïcité telle que les Républicains la concevaient. Voilà. Donc il n'y a pas que les repas du vendredi qui font exception. Marine ? Non, mais en tout cas, ce que je voulais dire pour finir sur cette tension avec le Front National, c'est que c'est de toute façon une impasse pour la droite traditionnelle et qu'il y a ce mouvement de balancier constant, on l'a vu déjà en 2007. Sarkozy réussit à récupérer des électeurs qui ne sont pas forcément frontistes, mais qui en tout cas vont et viennent entre l'UMP et le Front National. Ils repartent vers Marine Le Pen en 2012, elle enregistre le plus grand nombre de voix pour le Front National à une élection. Et puis là, la question, c'est que vont faire ces électeurs à la présidentielle de 2017, puisqu'ils envoient à nouveau aux élections intermédiaires où il y a un enjeu beaucoup plus faible, ils envoient à l'UMP un message à la direction qui est de dire nous on va au Front National, il va falloir vous droitiser sur certains sujets ou en tout cas apporter des réponses sur nos sujets, sur le chômage, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire à une élection à forte intensité, à fort enjeu comme la présidentielle? Est-ce que là ils iront jusqu'à revoter Front National? En tout cas, ce que tous les chercheurs disent, c'est qu'il y a ce vivier auquel peut accéder le Front National, et c'est là-dessus que tout va se jouer. Mais en tout cas, ce mouvement de balancier depuis 2007, il s'explique beaucoup par les promesses que n'a pas pu tenir Nicolas Sarkozy. C'est un peu un one-shot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy ne pourra pas refaire la même chose. Donc là, la stratégie de l'UMP, elle est quand même très compliquée pour 2017. Par ailleurs, juste sur la question des repas de substitution, faut quand même bien garder en tête que Nicolas Sarkozy est très très seul au sein de sa famille politique sur cette question. Il a été désavoué par tout le monde sur le sujet, et c'était assez intéressant de l'écouter sur RTL, je crois mardi matin, où le journaliste l'interrogeait en lui disant « mais enfin vous êtes complètement isolé », et la réponse qu'il a eue, c'est je ne me sens pas isolé au regard des auditeurs. Des auditeurs qui nous écoutent en particulier et des Français en général. Ce qui est quand même une phrase, sinon populiste, du moins populiste. Mais ce qui est certain, c'est qu'il essaie on le voit bien en prenant ce type en s'emparant de ce type de sujet, il essaye de courir après un électorat qui lui avait répondu favorablement en 2007, mais qui est parti depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Et ça, à droite, les autres, ils le savent parfaitement. C'est pour ça qu'ils ont... même auprès du patron, ils préfèrent dire que c'est pas la peine, quoi.
Et quelle est précisément la stratégie justement de l'état-major de l'UMP, ou peut-être faut-il dire des états-majors de l'UMP, mais vous allez nous dire, par rapport à cette question justement du 3e tour là très ponctuellement, et puis de la fusion finalement éventuelle entre des deux droites, de la droite et de l'extrême droite dans les années à venir. Est-ce qu'il y a déjà sur ces 3e tours, est-ce qu'il y a des lignes précises? On se rappelle, on l'a dit là, le précédent de 1998, donc des présidents de région UDF avaient été élus. Vous nous dire un petit mot, parce que vous êtes spécialiste de ce parti, avait été élu grâce aux voix du Front National dans plusieurs régions. Est-ce que là, pour jeudi prochain, la ligne est claire ou pas? Oui, non, mais la ligne est claire depuis le début. Alors, ils n'ont pas voulu le dire avant, parce que... c'est clair, mais on ne veut pas le dire avant. Voilà, non, mais ils ne veulent pas le dire avant, parce que eux, leur truc, c'est de dire on fait de la politique, pas de la philosophie. On sait que notre base et notre électorat est plutôt tendance je pourrais voter Front National, donc on ne va pas les braquer en amont en leur disant nous, surtout pas le Front National. Donc, ils se sont tus, mais la ligne, chez eux, elle est claire depuis le départ. Toute personne qui fera une alliance, même de circonstances, en gagnant un conseil départemental avec les voix du Front National, sera exclue. Donc, c'est même pas un sujet de discussion. Ils sont assez. Ça peut être extrêmement tentant parfois, quand même, pour gagner un ou deux départements. Ça peut être tentant. En jouant, en disant c'est vraiment un accord très local, on n'a pas rien pu faire. Bah, si, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent exclure les gens. C'est-à-dire que là l'élection est jeudi. Les 3 prochains jours vont être consacrés à appeler tous les élus locaux, là où ils auront vu qu'il y aurait des petits problèmes, une petite tentation, pour dire surtout pas, pour prévenir, reprévenir, et pour que ça ne se fasse pas. C'est ce que dit effectivement l'état-major de l'UMP depuis le début, même si ça nous coûte 2 ou 3 départements. Ah oui, mais ils ne peuvent pas se le permettre de toute manière. Et même s'il y avait un semblant de tentation de quelques élus localement, et même imaginons que Nicolas Sarkozy aurait cette tentation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est certes patron de l'UMP, mais que en vérité, la primaire étant ce qu'elle est, il y a plusieurs patrons de l'UMP. Et si Nicolas Sarkozy prend ce type de décision, bah, derrière, il y aura 1, 2, 3, 4 personnes, dont sa vice-présidente Nathalie Kosciusko-Morizet, dont Alain Juppé, dont certainement son ancien Premier ministre François Fillon, qui diront, bah, dans ce cas-là, nous, on se retire du jeu. Donc, c'est pas possible. Ça se passera comme ça, vous pensez, Didier de Mazières, sur ce personnel politique-là? Moi, je ne sais pas, dans la mesure où la façon dont je regarde le personnel politique, c'est principalement à travers les carrières. Et du coup, le regard que j'ai sur les élections, et en particulier sur les défaites électorales, c'est quelles conséquences est-ce que ça a et pour qui, et avec quelle ampleur, sur les carrières politiques et sur la capacité de certains, alors à la fois élus, bien sûr, qui perdent l'élection, mais aussi de leurs entourages, leurs collaborateurs, leurs assistants, quelle est leur capacité de se maintenir dans le monde politique, donc leur capacité en fait à entretenir la continuité de leur carrière, et quels sont ceux qui, au contraire, sont éjectés du jeu, alors soit de façon temporaire, parce qu'ils peuvent revenir plus tard, soit pour certains de façon définitive. Là, du côté du Parti Socialiste, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont être éjectés du jeu ce soir. Oui, en fait, disons, tous les postes, dans le monde, tous les postes politiques, soit les postes d'élus ou les postes d'assistants et de collaborateurs, sont des postes à durée déterminée, puisque chaque élection, en fait, vient clore le mandat ou le contrat. Donc il y a une insécurité qui est structurelle. Donc ce qui se passe, c'est que cette insécurité, elle est quand même un peu lissée dans le temps, dans la mesure où les résultats électoraux sont des cycles, et il est rare où on a un parti qui domine pendant extrêmement longtemps. Le problème est que chaque élection, quand même, produit ce que, avec Patrick Lelydec, qui a dirigé le livre avec moi, on appelle des effets d'accordéon, c'est-à-dire un marché du travail, en fait, qui se rétracte pour les perdants, le camp des perdants, et qui, au contraire, se développe pour le camp de ceux qui gagnent, en termes de postes à la fois élus et de postes nominatifs. Alors, toute la question, c'est l'ampleur de ces variations. Et ici, au vu des résultats de ce soir, on a un coup d'accordéon qui est extrêmement important. Et en plus, s'ajoute à celui, par exemple, des municipales. Exactement. Qui était avant, qui suit celui des municipales. Les régionales bientôt. Et qui sans doute précède le coup d'accordéon des régionales. Donc en fait, la question là qui se pose, c'est la capacité à absorber, en termes de postes, la capacité à absorber ces coups d'accordéon.
Et bien entendu, il y a toute une série, disons, de mécanismes, à la fois de stratégies individuelles, bien sûr, et de mécanismes plus collectifs qui sont mis en place pour les absorber, puisque c'est structurel. Donc le monde politique fonctionne avec ces coups d'accordéon. Mais ici, dans ce cas, ils sont tellement importants que ça pose de nouveaux problèmes. Mais est-ce que le PS n'est quand même pas particulièrement touché, ou est-ce qu'on est juste dans une phase de reflux normal? Est-ce que le PS n'est quand même pas particulièrement touché dans la mesure où il y a justement le précédent des municipales, avec entre, on ne sait pas trop, entre 15 000 et 30 000, il y a eu un nouveau chiffre, 15-30 000 élus qui ont été perdus au municipal sur 60 000, enfin, ce qui est quand même de toute façon délirant, ce qui est très important. Il y a les intercommunalités aussi, qui ont été élues derrière et qui ont, ça c'est moins vu, mais qui ont aussi changé parfois de couleur politique, et donc autant de personnel, de collaborateurs qui sont partis. Il y a ce soir, il y a les régionales qui arrivent dans quelques mois, et surtout pour un parti qui est un parti beaucoup constitué d'élus ou de collaborateurs, c'est-à-dire qu'on est à la fois militant et collaborateur, et c'est très fréquent dans ce parti. Donc est-ce que là, c'est pas vraiment très massif? Est-ce qu'on l'a vu, hein, on parlait tout à l'heure de la Corrèze, on parlait de départements comme la Seine-Maritime, où il y a une véritable baronnie socialiste depuis des décennies, qui a construit le parcours politique de Laurent Fabius. Est-ce que c'est pas là particulièrement difficile pour un parti de se remettre de telles défaites? Oui, c'est difficile, c'est moins pour le parti que c'est difficile en fait que pour les individus qui sont directement impactés. Il y a des ressources financières, les élus donnent 10% de leur salaire. Oui, bien sûr, il y a des conséquences de ce type-là, mais au-delà de ça, le parti n'est pas non plus le seul mécanisme en fait qui vise, disons, à absorber ces effets d'accordéon. Il y a toute une série d'autres mécanismes qui existent. Bon, le cumul des mandats, et globalement d'ailleurs, les cumuls, c'est le mécanisme par excellence qui permet en fait de survivre à la défaite électorale. Hein. On perd un mandat, mais on en garde un autre. Bon. Donc, cumul des mandats, mais aussi le cumul qui est un cumul quand même assez fréquent d'un mandat électoral avec une fonction de collaborateur, d'élu dans un autre cénacle, à l'Assemblée nationale ou dans une autre collectivité. Donc toutes ces formes de cumul-là, plus évidemment, mais c'est pour les élus qui sont, disons, on pourrait dire semi-professionnalisés au sens où ils ne se consacrent pas à 100% à la politique, et il y en a quand même beaucoup, qui ont conservé une activité professionnelle en dehors du monde politique. Je dis il y en a beaucoup dans la mesure où quand on ne cumule pas et qu'on n'a pas les fonctions exécutives, les indemnités de mandat sont souvent pas suffisantes pour pouvoir vivre, ou en tout cas peuvent être inférieures au salaire qu'on pouvait avoir dans la vie extra-politique ou hors du monde politique. Donc il y a toute une série de mécanismes de ce type-là. Donc, qui sont des mécanismes, on pourrait dire, un peu individuels, dans la mesure où chacun peut être défini par un ensemble l'absence de cumul ou un ensemble de cumul. Et puis ensuite, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes plus collectifs, qui sont les mécanismes de protection. Évidemment, quand on est, disons, proche d'un élu puissant, ou qu'on est soi-même un élu puissant, les conséquences de la défaite vont être amorties par des mécanismes on va être placé dans des postes qui sont des postes périphériques, alors soit au sein du parti bien sûr, mais ça peut être aussi dans des organismes parapublics par exemple. Et d'ailleurs, souvent, ces défaites, elles sont pour une part anticipées et donc les reclassements sont anticipés. Hein, une défaite électorale, pour un individu, elle peut arriver comme un boomerang, enfin comme ça sans prévenir. Mais la défaite socialiste de ce soir, elle était quand même anticipée depuis longtemps. Justement, je vous pose la question à tous les deux. Pour un parti politique comme le Parti socialiste, est-ce quand on perd ses relais à ces échelons locaux, c'est ce qui leur est arrivé au municipal, c'est ce qui leur arrive ce soir avec les départementales, à un moment, ça dépasse de beaucoup les élus et puis le fait qu'ils aient un emploi ou pas. C'est-à-dire que quand il y aura des élections nationales, les régionales, là bientôt, mais ensuite la présidentielle et législative, eh bien l'échelon local, les gens qui sont capables de faire campagne, de connaître les gens, de faire du treillage associatif, de connaître individuellement quasiment chaque électeur, tout ça disparaît. Et donc là, on a quand même l'impression que les fondements du Parti socialiste sont très, très amochés. Marine nous dira ce qu'elle en pense, alors que ceux du Front National, au contraire, commencent à se constituer de mieux en mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Richard ? Oui, le Front National a encore du chemin à faire pour devenir un grand parti de gouvernement.
Mais pour le Parti socialiste, la défaite électorale est grave, comme vous le disiez, pour la suite, en perdant des relais pour la présidentielle, mais la défaite s'est déjà préparée par la perte des relais associatifs. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de mouvements sympathisants du Parti socialiste. J'habite à Tours, donc j'ai en tête l'exemple de la ville où Jean Germain a perdu la mairie l'année dernière. La mise en œuvre de tous ces mouvements associatifs n'a pas fonctionné déjà en 2014. Donc il y a déjà une perte de relais et la perte des élus s'ajoute à cette perte de relais. Et en fait, elle est le signe d'une crise profonde d'identité. Mais comme on a un Parti socialiste en voie de liquéfaction, on peut le dire, enfin moi en tout cas je le dis, et qu'on a une UMP qui est profondément divisée au bord de l'éclatement, vous imaginez bien qu'on a les deux principaux partis du système partisan qui sont en crise grave, avec en même temps un dysfonctionnement permanent des institutions depuis qu'il y a le quinquennat et que le président s'est transformé en Premier ministre. Et on a donc en fait une crise de régime. Donc les conséquences de cela sont absolument inimaginables. On ne peut pas les envisager pour le moment, mais elles sont probablement très importantes. Marine Turki. Sur les relais locaux, il y a un exemple qui est assez évident et frappant, c'est l'Aisne, où là on a vu effectivement que tout l'encadrement politique traditionnel et beaucoup de gauche d'ailleurs a été totalement balayé. Le président PS du Conseil général a été écarté dès le premier tour, et plusieurs comme ça patrons locaux qui sont là depuis des années, qui sont un peu des barons comme il y en avait dans le Pas-de-Calais, ont été complètement balayés parce qu'il y a une désespérance politique énorme dans ce département, une désespérance par rapport aux politiques. On a là les taux de chômage les plus importants, le taux de diplôme le moins élevé, on a un département qui perd des habitants, les services publics qui ferment. Voilà, on a tout ce qu'on trouve dans un certain nombre de départements, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais, mais dans l'Aisne, ça prend une proportion aggravée et qui explique que le Front National va là-dessus surfer sur toute cette situation. Mais donc, tout ça pour dire que par rapport l'Aisne, par rapport au Pas-de-Calais, il n'y avait plus du tout de relais politiques locaux. Le PS n'arrive pas là-dessus à résister. Donc, le Front National mise beaucoup là-dessus. Et puis, à l'inverse, dans des départements où le Front National commence à être implanté et commence un petit peu à jouer les arbitres, comme c'est le cas dans le Vaucluse, on voit qu'il a déjà des postes à offrir, des possibilités de carrière. Et ça, c'est important. Et on rebondit un petit peu sur les carrières, etc., ce dont on parlait. C'est vrai qu'on peut se questionner dans les élections à venir, aux législatives de 2017, si le Front National parvient à avoir davantage d'élus, qu'est-ce qu'il va pouvoir offrir? Et là, il pourra arracher une partie de la droite s'il a davantage de postes ou de capital financier, social à offrir. C'est ça qui peut faire la différence. On l'a vu au Parlement européen, combien le Front National, qui a emmené 23 élus au Parlement européen, a pu offrir à chaque fois des postes d'assistants, des rémunérations, des gratifications, et puis beaucoup d'ascensions éclairs. Et ça, tous les chercheurs le disent et le redisent. Quand on veut faire de la politique et qu'on est jeune, on va au Front National, on a une ascension éclair en quelques années, et puis on peut être porté médiatiquement. On l'a vu avec l'exemple emblématique de Fabien Engelmann ou même de Philippot. Ce sont des recrues et des prises de guerre à la gauche, au chevet de Mentis, et puis ils vont être portés comme ça en avant, ou devenir conseiller de Marine Le Pen, tout de suite avoir un intérêt médiatique. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi que peut offrir le Front National et sur lequel joue beaucoup Marine Le Pen. Mathieu. Est-ce que, d'ailleurs, à ce titre-là, une question sur l'UMP, mais Marine, peut-être vous pourrez compléter sur le Front National, justement, en lien avec ce que vous avez dit. Est-ce qu'on va voir apparaître demain, après-demain, les nouveaux présidents de conseils généraux de droite, donc c'est 60, potentiellement 60, soixantaine de conseillers, de présidents de conseils généraux de droite, dont une partie seront déjà des élus sortants, mais il va y avoir des nouveaux. Est-ce que les nouveaux, est-ce que les nouveaux élus et présidents, ça va être, est-ce que l'UMP a proposé, l'UMP allié à l'UDI a proposé des visages nouveaux, jeunes, un peu à la manière de ce que disait Marine sur le Front National, avec une forme de renouvellement, ce qu'on reproche par ailleurs en effet au PS, de ne plus pouvoir trop faire, même s'il y a parfois localement des efforts, ou est-ce qu'on va retrouver des gens qu'on connaît très bien? Alors, c'est intéressant parce que la question des relais à l'UMP, elle rejoint exactement les problématiques et à gauche et à l'extrême droite. C'est que dans ces relais, on voit déjà
les divisions de l'UMP, aussi dans les relais. Parce que dans les différentes écuries qui se mettent en place pour la primaire de 2016, chacun, là, pendant les prochains jours, va pousser son relais sur le terrain pour que le dit relais prenne la présidence du conseil départemental. Donc c'est par exemple le cas de Bruno Le Maire dans l'Eure, dans sa circonscription, qui lui pousse un jeune maire qui s'appelle Sébastien Lecornu, qui a été élu en 2014, en se disant, bon, ben, lui m'avait soutenu pour la présidence de l'UMP, hop, ça me fait un relais. Dans l'Ain, c'est aussi le cas avec le député Damien Abad, qui était aussi un de ses soutiens, qui va pousser également pour la présidence. Qui a 33, voilà. 34 ans. Donc on a toute cette nouvelle génération qui sont issus en fait des municipales de 2014, où il y avait une nouvelle génération à droite qui avait émergé. Et donc ce sont eux qui vont a priori candidater là, pour l'élection de jeudi. En revanche, il y a d'autres départements, je pense notamment au Nord, où il y a de bonnes chances que jeudi prochain, ce soit Jean-René Le Cerf qui soit élu. Alors Jean-René Le Cerf, c'est un sénateur qui doit avoir 70 ans à peu près, qui est dans le paysage politique de la droite du Nord depuis... pas 70 ans, mais bon, pas loin, quoi. Enfin, depuis longtemps. Donc voilà, il y a aussi ces barons, c'est terrible, parce que en fait, c'est des barons locaux de l'opposition qui, d'un coup, vont redevenir des barons locaux de la majorité. Donc c'est juste reconstitution de baronnie défaite, c'est-à-dire dans les 10 dernières années, l'UMP avait perdu des places et des positions, ils sont juste en train de les récupérer avec plus ou moins les mêmes personnes. Certaines personnes attendaient un petit peu, et bien on va les retrouver là. Mais par contre, c'est vrai, je ne sais pas en termes de pourcentage, parce qu'en plus, le troisième tour, ils étaient vraiment... il y a certains départements où il y a 4 candidatures à droite, enfin c'est encore un petit peu confus, précisément parce que chacun veut y mettre son poulain. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait effectivement ces figures qui sont là depuis des années, qui sont souvent sénateurs, qui sont là, quoi, voilà. Et ces jeunes figures de la nouvelle génération qui sont issues des municipales. Il y aura un petit peu des deux, ouais. Par rapport à ça, on a l'impression que le Parti socialiste, comme vous le disiez, va avoir un mal fou à recruter et qui risque à un moment d'y avoir un problème générationnel. Parce qu'en ce moment, non seulement adhérer au Parti socialiste, mais vouloir en être un élu, ce qui était le cas, mais quand même de façon, ça couvrait l'ensemble de la carte du territoire français. Là, la crise est sérieuse, non ? La crise est sérieuse, oui. Elle est même plus que sérieuse. Elle est extrêmement grave pour les gauches. Et en même temps, les droites ne peuvent pas s'en réjouir totalement parce qu'elles ont eux-mêmes leurs problèmes à résoudre. Ce problème interne à l'UMP qui est la stratégie vis-à-vis du Front National. Et j'insiste beaucoup là-dessus, sur l'éclatement du système partisan qui brouille complètement les cartes sur les traditionnels clivages droite-gauche, celui du 19e siècle, celui du 20e siècle, sur la question de la République, sur la question sociale. Tout est brouillé. Ce qui ouvre les possibles, et les meilleurs comme les pires, voilà. Dans la catégorie divers gauche aussi, qui a été utilisée au premier tour pour faire croire que le Parti socialiste avait plus de voix que le Front National, cette catégorie divers gauche est d'une diversité extrême. Il y a des divers gauches classiques, des adjoints, enfin des satellites socialistes, mais il y a aussi comme là aussi on peut le voir à Tours, des recompositions assez impressionnantes, puisqu'on a à Tours, dans les 4 cantons de Tours, une union absolument improbable, et notamment à Tours Nord, Tours, le premier canton, qui associe un binôme PCF-NPA, ce qui est quand même une chose assez extraordinaire, où à Tours 2, un écologiste élu sortant et une adhérente de Ensemble, une des fractions du Front de gauche. Donc, en gros, les divers gauches sur Tours, c'est l'ensemble de ce qui n'est pas PS et qui a formé une liste d'union. On voit bien qu'il y a là un début de recomposition possiblement, mais un tout début, c'est extrêmement compliqué, bien sûr. Et il n'est absolument pas sûr que cette mayonnaise prenne d'ici à 2017, bien sûr. Donc, éclatement du système partisan, je crois que c'est ça la clé principale pour comprendre le système. Et en fait, pas comprendre, mais plutôt constater
et expliquer le terrible désarroi des citoyens qui se traduit non seulement par l'abstentionnisme, mais aussi, dans les catégories les plus jeunes, par la non-inscription sur les listes électorales, car l'abstention est minorée par le fait qu'il y a en plus tous ceux qui ne sont pas inscrits. Mais mon voisin sociologue en sait encore plus que moi sur ce sujet. Oui, si on raisonne en termes de marché du travail, les impacts, aussi bien des victoires que des défaites, doivent être lus aussi dans des durées qui sont des durées un peu plus longues que l'échéance de la prochaine élection, en fait. Y compris d'ailleurs que les carrières politiques, elles se gèrent aussi dans cette durée-là, avec cette capacité à se projeter dans un avenir qui n'est pas les 2 ans de l'élection suivante, mais qui est plus long. Et donc, une victoire d'ampleur ou une défaite d'ampleur, la victoire d'ampleur, elle a évidemment pour effet de faire arriver des élus et des collaborateurs d'élus qui étaient des outsiders jusque-là, c'est-à-dire qui étaient en dehors, disons, des postes strictement politiques. Donc il y a un renouvellement mécanique, bien entendu. Toute la question, évidemment, est de savoir si ce renouvellement mécanique est un renouvellement temporaire. Pour qu'il ne soit pas temporaire, il faut soit que le parti politique en question reste au même niveau d'étiage, soit que aux élections suivantes, il y a un renouvellement générationnel. Et c'est vraiment extrêmement important. La défaite, et la défaite d'ampleur, donc la défaite, disons, de faible ampleur, elle conduit généralement, en fait, à éliminer des postes les élus les plus fragiles. Hein. C'est-à-dire soit les nouveaux élus qui, lors de la précédente élection, avaient réussi à ravir aux forces opposées un canton, une circonscription législative, une mairie, etc. Et donc qui sont plutôt des jeunes et donc qui, eux, sont dans une logique, ils n'ont pas encore consolidé leur carrière. Une défaite d'ampleur, elle élimine aussi ceux qui étaient depuis extrêmement longtemps, et parfois vraiment très très longtemps hein, dans la carrière. Et ça peut aussi contribuer en fait à faire de la place pour des jeunes. Parce que ça élimine, je dirais, définitivement une partie du personnel politique qui était localement extrêmement implanté, des barons qui détenaient des fiefs. Parce que justement, l'usure est constituée comme étant un facteur qui amplifie la défaite électorale. Donc, une défaite d'ampleur, elle peut aussi à terme en fait contribuer à ce que de nouveaux arrivants prennent pied, à condition bien sûr, ça c'est la condition évidemment sine qua non, c'est que à une défaite succède une victoire ou en tout cas une amélioration du score, même s'il ne s'agit pas d'une victoire, parce que toute amélioration du score quand même contribue à augmenter le nombre de postes pour le parti politique. Du point de vue de la recomposition du paysage politique, Marine Turki, est-ce que même si le Front National ne gagne pas de département ce soir, François Bonnet pourra peut-être nous le confirmer dans quelques minutes maintenant, malgré cette déception légère, est-ce que l'ancrage du tripartisme reste quelque chose de beaucoup plus important pour le Front National ? Ce qui est intéressant pour Marine Le Pen, évidemment, ça aurait été formidable pour elle d'avoir un département en termes de victoire symbolique, de victoire médiatique. Mais l'intérêt pour elle, c'est quand même encore et toujours l'implantation locale. C'est ce qu'on a dit et redit ici, mais c'était pas la stratégie de son père qui, lui, ne pensait qu'à la présidentielle. Elle a fondé toute sa stratégie sur 2 piliers, la dédiabolisation, qu'elle mène plutôt bien, y compris dans les médias, et puis la stratégie locale qui est de dire on va reconstituer un réseau de cadres, d'élus, de militants localement, parce qu'on en a perdu beaucoup, notamment avec la scission avec Bruno Maigret. Donc ça, elle le réussit plutôt bien. Et puis surtout, il va falloir regarder ce soir les résultats dans l'Ouest. On en a parlé à l'occasion du premier tour, mais les vraies surprises, elles ont été dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest, puisque ce qu'on appelle les terres de mission du Front National, là où d'habitude il est plutôt absent, on voit que élection après élection... le Parti socialiste reste très fort. Voilà. Et là, on voit qu'élection après élection, le Front National commence à percer. Par exemple, dans la Creuse, il a longtemps fait 5% des voix. Là, on le voit à plus de 17% dimanche dernier. C'est pareil dans les Deux-Sèvres. On l'a vu aussi dans un certain nombre de départements de la Bretagne. On verra aussi ce soir les résultats dans l'Ille-et-Vilaine. Il y a les Côtes-d'Armor, effectivement. Donc ça, ce sont des surprises. Et puis, dans le Sud-Ouest, il faut regarder aussi les départements ruraux. Et là-dessus, Jean-Yves Camus a très bien expliqué cette semaine, justement, en analysant les résultats, combien, finalement, il y avait une sorte de double peine pour les habitants du Sud-Ouest, de départements ruraux, qui étaient touchés, d'une part, parce qu'en fait, ce sont beaucoup des employés, des ouvriers, non pas des paysans, contrairement à ce qu'on
le répète souvent, dans ces zones-là, qui sont touchés d'une part par la crise industrielle, parce qu'en fait, ils perdent leur boulot dans la ville industrielle qui a été touchée par les fermetures d'usines, et en plus, l'habitant de ces départements, il est touché donc à titre individuel parce qu'il habite dans une région très enclavée où il n'y a plus de services publics, où les lignes de chemin de fer elles ferment, etc., etc. Donc tout ça, ça fait un cocktail qui est là encore très propice pour un vote Front National. Et donc on voit un double effet, on voit tout ça, et puis le Front National qui laboure ses terres depuis très longtemps, c'est ce qu'il a fait dans ses terres de mission qui était le Nord-Pas-de-Calais il y a des années. Steve Briouat arrive à Hénin-Beaumont, il y est né, mais en tout cas il arrive en tant que militant et en tant que candidat dans les années 90. Donc on en parle avec Marine Le Pen en 2007, il y a une victoire l'année dernière dès le premier tour, mais c'est depuis les années 90 qu'il y a un quadrillage, qu'il y a un labourage du terrain. Donc ça va être intéressant ce soir de regarder au-delà de est-ce que le Front National parvient ou pas à organiser le jeu autour de lui dans certains départements, de regarder tous les résultats dans l'Ouest. Et puis l'autre élément, ça aussi ça a été mis en évidence par Joël Gombin, par Jean-Yves Camus, qui ont regardé les résultats du premier tour, c'est qu'il y a un tassement un peu du Front National dans ces zones fortes, ces zones périphériques les plus populaires, les plus rurales. Et à l'inverse, par rapport aux européennes et à la présidentielle, à l'inverse, il progresse dans des zones plus urbaines et plus aisées. Donc petite, grande bourgeoisie, ça a été le cas dans le sud de l'Oise par exemple, ou dans les cantons urbains de l'Amiénois. Là, on voit vraiment que c'est une nouvelle dynamique. Ça ne change pas la structure du vote Front National, qui pour l'instant reste encore plus populaire, plus rural, plus périphérique. Mais on voit qu'il y a un retour à un vote aussi plus bourgeois et chez les plus, dans les cantons les plus urbains. Donc du coup, il commence à progresser. Donc ça donne de nouvelles dynamiques pour le Front National qu'on peut redouter pour les élections à venir. Mais en même temps, Marine, est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Parce que ce sont quand même des élections départementales, enfin cantonales, comme on disait avant. Et on sait bien, si on est sorti de Paris, ce qui est notre cas, que quand on va vers ces élections cantonales, on vote souvent pour des gens qu'on connaît, ou qui est le fils de, la fille de, le maire de, celui-là il était apparenté avec le maire de... Enfin ce sont des élus entre eux, des familles politiques, etc. Or vous parlez de quadrillage du Front National, ils ont aussi présenté dans certaines zones des candidats fantômes, dont non seulement la plantation locale était zéro, mais ils ont en plus même pas fait campagne. Les gens ne connaissaient pas leurs noms, les gens ne connaissaient pas leur tête, et pourtant parfois ça a marché. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est vraiment la fidélisation autour de la marque Le Pen qui est très forte, on le voit, il suffit de mettre Marine Le Pen sur une affiche pour que, rien que sur ce seul nom, sans qu'il y ait même la photo d'un candidat, donc un candidat plutôt fantôme, voilà, 40%, ça on l'a déjà vu au cantonal de 2011. Après, il y a un, donc là, c'est la marque il y a un autre effet, c'est la marque qui marche et la fidélisation. Alors que à côté de ça, le Parti socialiste, lui, avait tendance, certains élus, enfin candidats du Parti socialiste, avaient tendance à enlever le logo du Parti socialiste. Mais parce que le Front National n'est pas passé au pouvoir et donc il ne subit pas cette usure-là et ces bilans que l'UMP et le PS peuvent se traîner. Ça, c'est le premier effet indéniable. Après, il y a quand même un autre effet, il ne faut pas le nier, c'est que le Front National a tenté de former un peu ses candidats. 2/3 des candidats au départemental du Front National étaient déjà conseillers municipaux et le FN a formé quasiment 700 personnes pour les municipales. Et ce travail-là, qui est davantage un travail de contrôle en fait des candidats, où on leur dit bon voilà, là-dessus il faut essayer de cadrer sur le discours et ne pas improviser. Donc c'est un travail de contrôle, mais en même temps on leur apprend un petit peu à lire des comptes publics, etc. La gestion locale, c'est quoi? Et donc ce travail de formation, il va commencer à porter quand même ses fruits. Et là on va sortir de candidats qui sont seulement des marionnettes et des candidats fantômes. Mais c'est sûr que la stratégie de Marine Le Pen, c'était une stratégie qui consistait à être omniprésente, c'est-à-dire mieux vaut une candidature Front National même médiocre que pas de candidature du tout. Et donc il a été le parti le plus présent, qui a présenté le plus de candidats pendant ces élections. Donc ça, c'est une stratégie qui, évidemment, là, on l'a vu, a porté ses fruits au-delà de est-ce que Marine Le Pen arrive à conquérir le Vaucluse, par exemple. C'était la stratégie de Bruno Maigret ? C'est sûr que oui, beaucoup plus que celle de Jean-Marie Le Pen, en tout cas. La formation, elle commence par Bruno Maigret. Karl Lang et Bruno Maigret ont vraiment, dans les années 90, mis en place toutes ces formations que reprend Marine Le Pen aujourd'hui dans ses fameux campus bleu marine. Et d'ailleurs, les classeurs des formations, ce sont peu ou prou l'équivalent du guide du militant qu'a mis en place Bruno Maigret avec Karl Lang dans les années 90. Donc on retrouve la même recette, et la dédiabolisation, même chose. On retrouve les mêmes recettes qui sont réutilisées par Marine Le Pen aujourd'hui.
Vous voulez rajouter quelque chose? Alors sinon, je vais donner la parole tout de suite à François Bonnet. Il est 21h25. François, est-ce qu'on en sait un peu plus d'abord sur des résultats secs, comme on dit, c'est-à-dire quels départements ont basculé dans leur immense majorité, à part la Lozère, je crois, de la gauche vers la droite, puisque la gauche gagne la Lozère. C'est un département qui fait le parcours inverse. Et par ailleurs, est-ce qu'on sait combien de départements a perdu le Parti socialiste ce soir? Alors, il devrait perdre, Frédéric, il devrait perdre la moitié de ses départements. Hein. Donc, a priori, la gauche devrait gérer une trentaine de départements à la fin de cette soirée. Et on commence à avoir un peu le détail de l'hécatombe. Donc, sont perdus les Côtes d'Armor, un des grands bastions socialistes. Et il y a beaucoup de bastions socialistes qui tombent. Donc Côte d'Armor, le Nord, la Corrèze, le département du président, l'Isère, le Doubs, la Drôme, l'Allier, qui était un des deux départements encore gérés par le Parti communiste. Sont également perdus la Seine-Maritime, le territoire de Belfort, Mayotte. On a publié avant-hier sur Mediapart, vous pouvez le trouver en accès libre, un reportage très intéressant sur la situation à Mayotte. La Charente, la Creuse, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres. Voilà actuellement la liste des départements perdus par la gauche, et ce n'est pas fini. Deux petites situations particulières. Le Finistère, gauche et droite sont à 13 sièges chacune. Et donc, celui qui va être le faiseur de roi, c'est le fameux Christian Troadec, qui était le chef de file des Bonnets Rouges et le maire de Carhaix. Là aussi, vous pouvez retrouver sur Mediapart une longue enquête qu'on avait consacrée à Christian Troadec. Et puis, autre situation particulière, celle du département du Tarn. Le Tarn, donc, c'est où est situé le barrage de Sivens et où il y a eu tous ces affrontements qui ont abouti malheureusement à la mort de Rémi Fraisse. Thierry Carcenac, le président socialiste sortant, semble peut-être en situation de se maintenir à la faveur de triangulaires extrêmement complexes, mais qui lui permettraient peut-être de se maintenir. Alors, Fabien Engelmann, le maire Front National du Front National, n'est pas élu à Hayange. Le Front National ne semble pas en mesure de gagner un département. Il ne gagnera pas l'Aisne, où il arrive globalement sur le département en 3e position. Et l'autre département qu'il pouvait espérer emporter, qui est le Vaucluse, devrait lui échapper. Voilà, donc actuellement, dans les décomptes qui sont faits rue de Solferino, au siège du Parti socialiste, la gauche conserverait 29 départements, donc sur 61. Alors, je peux vous donner une autre indication qui est intéressante, c'est un pointage fait par le ministère de l'Intérieur. Alors, il faut parfois se méfier de comment les candidats sont étiquetés, mais voilà le pointage que fait le ministère de l'Intérieur, parce qu'il donne bien l'ampleur de la défaite de la gauche et tout particulièrement du Parti socialiste ce soir. L'ensemble des candidats UMP, divers droite, UDI, élus, donc UMP, divers droite, UDI, auraient 1537 conseillers départementaux. Le PS et les divers gauches seraient seulement 782, soit la moitié. Pour sa part, le PCF garderait 51 conseillers départementaux et le Front de gauche en aurait 10. Ce que je vous donne là, ce sont les pointages du ministère de l'Intérieur. Pour le Front national, selon le ministère de l'Intérieur, il gagnerait donc 24 conseillers départementaux contre un conseiller général précédemment. Alors, vous l'avez signalé, Frédéric, une grande victoire, tout de même pour le PS, c'est la Lozère, puisqu'un département passe à gauche. La Lozère, c'est le plus petit département français, 77 000 habitants, c'est le moins peuplé, mais c'est un département qui est très intéressant parce que, historiquement, la Lozère, en France, c'est le département du cirque. Et puisque, Frédéric, vous êtes allé au Cirque Hamar à plusieurs reprises, eh ben, le Cirque Hamar est né en Lozère. Voilà, donc c'est un grand gain du Parti socialiste. Enfin, dernière réaction, Emmanuel Cos appelle le gouvernement à s'engager dans une nouvelle voie,
c'est sans grande surprise. Pierre Charon note, donc Pierre Charon, sénateur UMP, proche conseiller de Nicolas Sarkozy, note « On a repris en une seule fois tous les départements perdus depuis 1998 ». Et puis enfin, si je peux me permettre, juste 2 murs du son, comme dirait le canard enchaîné. Le premier, c'est Laurent Wauquiez qui salue le travail de fond effectué par Nicolas Sarkozy. Et le deuxième mur du son, c'est Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, qui note très solennellement « La gauche s'est bien rassemblée. Ces élections s'inscrivent dans un contexte économique qui s'améliore, bien que pas encore perceptible. » Dommage. Merci beaucoup François. On ne sait pas si le Parti communiste garde ces 2 départements, c'est-à-dire l'Allier et la Seine-et-Marne. Il a perdu l'Allier. L'Allier est perdu et le Val-de-Marne, pardon. Il devrait garder le Val-de-Marne. Et devrait garder le Val-de-Marne. Très bien. On vous retrouve peut-être, non François, vers 22h15 Comme vous voulez. Oui, ben voilà, vers 22h15, 22h30 pour de nouveaux résultats, si je ne me fais pas embaucher par le cirque Amar d'ici là.